Salut tout le monde, je suis Ectelion et je suis aujourd'hui dans le bazar pour vous parler de l'Essential Key Dungeons and Dragons. Ce sera peut-être la seule fois sur cette chaîne que vous m'entendrez parler de la cinquième édition. Mais écoutez, on va essayer de faire ça bien. Alors, l'Essential Kit, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte de démarrage pour débutants à Donjons et Dragons et aux jeux de rôle en général, même si on reviendra sur ce point un petit peu plus tard, qui va vous permettre de découvrir toutes les règles du jeu de rôle, de la cinquième édition, pas à pas, petit à petit, de façon progressive. Ce qui est bien ce qu'on demande à une boîte de débutants. Je l'avais déjà dit dans la vidéo Pathfinder 2, mais moi j'en suis venu à acquérir cette boîte quand je cherchais tout simplement à découvrir Donjons et Dragons, puisque je ne connaissais pas, et donc j'en avais fait l'acquisition à l'époque. Mais tout d'abord, découvrons le contenu de la boîte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, le plus important, c'est les dés, évidemment. Donc, ce sont des dés rouges transparents comme ceux-là, avec une écriture blanche qui se voit très très bien. Eux, ils n'ont pas du tout fait le choix, comme Pathfinder, d'axer ça vraiment débutant et tout ça. Non, non, ils vous mettent tous les mêmes dés. Ce sont des dés rouges transparents qui sont, ma foi, très jolis. Et il y en a en masse. Vous avez un set complet, plus 4D6. Et ça fait très très bien la job. Vous avez avec ça une carte. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Hop. Vous avez la carte de la ville qui va servir pour les aventures. Et vous avez la carte de la région. Vous avez aussi un écran de jeu qui est vraiment magnifique. Si je vous montre, voilà, côté joueur, magnifique illustration, je trouve qu'elle donne vraiment envie de partir à l'aventure. Et côté MJ, tout plein de tables, tout plein de choses qui vont vraiment vous aider. Là, ça vous prend vraiment par la main, et là, je trouve ça vraiment très très bien. Je sais pas pour vous, j'ouvre un petit débat comme ça, mais moi, ce genre d'illustration, hop, voilà, je cache ma tête en même temps. Là, par exemple, on voit les personnages en train de discuter. Moi, ça m'aide beaucoup à me faire une idée du jeu, à m'imaginer dans le jeu, à préparer ma partie. C'est vraiment tout con, mais moi, ça m'aide vraiment beaucoup à me plonger un peu dans le jeu et à m'imaginer des scènes. Voilà, c'est débile, hein, mais c'est moi, quoi. Vous avez aussi un set de cartes. Alors, il y en a quand même pas mal. C'est des items magiques, des aides en combat, qui a l'initiative en ce moment, les états, ce genre de choses. Vous avez aussi les cartes de quête, puisque c'est un système de quête, on reviendra dessus plus tard. Mais voilà, vous avez tout ça dans ce jeu de cartes. Et évidemment, vous avez deux livrets, le livret de règles et le livret d'aventure. Donc couverture souple. Les deux ouvrages sont vraiment de bonne qualité. C'est de la couverture souple, mais de bonne qualité. Et le papier est un papier glacé. Ça fait plaisir, ça reflète beaucoup, mais ça fait vraiment plaisir. Ils sont vraiment pas foutus de votre gueule, surtout pour le prix. Et avec ça, vous avez aussi des feuilles de personnages vierges classiques D&D. C'est pas du tout des feuilles adaptées à la boîte en soi. C'est vraiment des feuilles classiques 5ème édition. Voilà pour le contenu de la boîte, et je vous propose maintenant de passer à la critique du livre de règles. Bon, comme je vous disais, couverture souple, de très très bonne qualité, un papier glacé qui fait bien l'affaire, ça se déchire pas, rien du tout, non, non, il n'y a vraiment pas à se plaindre. Derrière, vous avez un rappel des conditions qui peuvent vous aider en jeu, donc ça c'est vraiment très très pratique aussi. Sachez que la boîte va vous emmener jusqu'au niveau 5 et vous permet d'incarner un elfe, un nain, un halfling et un humain, et qui vont pouvoir jouer un fighter, un cléric, un wizard, un rogue et un barde. Sincèrement, je pense que vous avez de quoi faire avec ça, et vous avez les sorts qui vont jusqu'au niveau 3, donc vous avez quand même pas mal de contenu en termes de jeu, et l'aventure va vous mener évidemment jusqu'au niveau 5. Donc là-dessus, il y a quand même de quoi jouer, c'est pas une soirée puis c'est terminé, non, non, il y a quand même un peu de matière. Sinon, niveau maquette, bah, c'est la maquette D&D 5. Je vous en mets des exemples là. Moi, j'aime pas trop cette maquette. Bon, alors dans les livres, c'est un peu plus aéré, mais là, ça fait vraiment tout condensé. Et à force, on sait plus trop ce qu'on lit. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, moi, j'ai trouvé, évidemment, c'est mon avis personnel que je vous donne. Après, faites-vous le vôtre. Mais moi, j'ai vraiment trouvé que c'était très, très condensé comme information. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai trouvé un petit peu gênant. Et il y a aussi une autre chose, c'est les allusions au Player's Handbook, en disant bah si vous voulez plus d'infos, allez dans le Player's Handbook. Ben ouais, mais t'es gentil, moi je viens d'acheter la boîte et j'ai pas le Player's Handbook, donc t'es censé me donner l'information dans le livre. Bon, évidemment, ils vous donnent l'information de base, mais bon, ils arrêtent pas de vous renvoyer au Player's Handbook. On a compris qu'on m'incitait à acheter, il n'y a pas de problème. Un autre point négatif aussi, c'est un peu une perte d'information, on sait pas trop où trouver cette information. Exemple, dans la création de personnage, vous avez le point sur les saving throws. On vous dit que ça va servir notamment pour calculer votre spell d'ici et qu'il faut aller voir la classe pour ça. Alors dans ce cas, vous allez voir la classe, bon, mettons la wizard, vous trouvez le morceau et là on vous dit maintenant d'aller dans les règles du jeu et là vous trouvez comment calculer votre score. Ben en fait je devrais pas avoir à faire ça. Je devrais pas avoir à faire ça puisque je suis dans la création de personnage et que je dois le marquer sur ma feuille.
Donc là, je me retrouve de passer de la page, je sais plus moi, 8 jusqu'à la page 50. Donc là, je trouve ça un peu idiot parce que c'est censé être la création de personnage. Je dois marquer cette information sur ma feuille, mais on me dit, bah pour le calculer, il faut que tu ailles là, puis après que tu ailles là-bas. Il y a un moment, je trouve ça pas vraiment très très clair comme information. Et l'autre point faible, c'est pour les débutants, voilà, vous avez votre feuille, on vous dit les choses, et après c'est à vous de deviner ce que vous devez mettre dans la feuille. Ça c'est un truc que j'ai trouvé un peu bof bof aussi. Alors, je suis obligé de faire un peu la comparaison avec Pathfinder 2, la Beginner's Box, je suis désolé, mais la Beginner's Box, vous prenez vraiment par la main en disant bah telle information va dans telle case, telle info dans telle autre. Et ça, bah, je trouvais ça très bien. Là où la boîte D&D, c'est vraiment voici comment créer ton personnage et puis démerde-toi. Moi, j'ai dû aller chercher sur internet pour être tout à fait franc pour savoir où mettre les choses. C'est peut-être moi qui suis un peu débile aussi. Je vous laisserai vous faire votre avis. Mais bon, voilà, c'est comme ça. L'autre point aussi, et là c'est un point positif que je donne, attention, on va pas en avoir beaucoup. Le point positif, dans la création de personnages, vous avez une sorte de recette rapide. Euh, Par exemple, vous avez 4 amis qui viennent ce soir, ils veulent jouer à D&D, vous êtes un peu en panique, bah hop, vous avez la recette. Vous voulez jouer un clerc, choisissez ça, marquez tout sur la feuille, puis c'est parti. Ok, bah, ça marche très bien en fait. Ça marche très très bien et ça vous permet de générer des personnages vraiment très vite. Il faut savoir qu'ils n'ont pas du tout mis de personnages pré-tirés dans la boîte. Ça peut être un point faible. Je le note pas parce que ça dépend de l'appréciation de chacun. Je connais des gens qui détestent les personnages pré-tirés. Moi personnellement, j'aime bien quand il y en a. Ça me permet de ne pas avoir à me casser la tête avec les joueurs pour un jeu que je veux tester. Donc après, c'est libre à vous d'apprécier ou pas. Mais je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir mis d'exemple de personnages et d'avoir une fiche remplie. Au moins, il y a un exemple de fiche remplie. C'est aussi ça. Parce que là, voilà. Sinon, pour le reste, en fait, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce livre de règles. C'est beaucoup d'informations de jeu, c'est les listes de sorts, comment créer votre personnage, les backgrounds des persos, puis après, c'est tout. Et après, on passe au livret d'aventure. Et nous voilà partis pour le module d'aventure Dragon of Icespire Peak. D'abord, un petit disclaimer. Si vous êtes joueur, vous devriez arrêter la vidéo maintenant, puisque je vais spoil l'aventure comme un gros sale. Donc vous pouvez vous en aller, je vous en voudrais pas, et je vous dis à bientôt et à la prochaine les joueurs. Maintenant que nous sommes contre MJ, parlons un peu du cadre, l'histoire, qu'est-ce qui va se passer, etc. L'histoire va prendre place dans la petite ville de Phandalin, une ville située dans une région qui a récemment subi les assauts d'un dragon blanc qui est descendu des montagnes pour une mystérieuse raison et qui fout un peu le bordel dans la région. Et donc évidemment, c'est vos aventuriers qui vont régler le problème. Ils vont devoir récupérer des objets et des alliés pour pouvoir affaiblir le dragon et ensuite ils pourront le terrasser. Voilà, donc ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça fait la job comme module, et pas de souci avec ça. Mais j'ai beaucoup de problèmes avec ce module pour plusieurs choses que je vais vous énumérer point par point. Tout d'abord, l'introduction. Il n'y en a pas. Vous êtes MJ débutant. Je vous rappelle que là, je prends l'exemple de quelqu'un qui n'a jamais joué de sa vie au jeu de rôle. Vous êtes MJ débutant, vous lisez votre affaire et vous commencez l'aventure par les aventuriers arrivent en ville. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi est-ce qu'ils vont se retrouver bloqués? Il n'y a rien, je veux dire, c'est juste une ville qui a des problèmes. Ils pourraient très bien dire, bah finalement ça ne nous intéresse pas, puis on se barre. Bah ouais, mais en fait moi j'ai plus de scénario derrière. Donc quand vous êtes MJ complètement débutant, et c'est pour ça que je trouve que cette boîte est plus une boîte d'initiation à Donjons et Dragons qu'une boîte d'initiation au jeu de rôle. Puisque si vous n'avez pas un peu d'expérience, vous allez faire ce que vous dit le livre et bah, ça va vite vous causer des problèmes. Notamment, ce que je disais, vos joueurs, il faut leur donner un peu une raison d'être là. Qu'est-ce qu'ils font là? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent bloqués? Ça peut être des exemples tout cons, mais je veux dire, un magistrat de Neverwinter qui est pas très loin, les envoyer chercher quelque chose dans une ville qui se trouve plus loin, le pont qui traverse la rivière a subi l'assaut du dragon et est cassé, et donc il faut des ouvriers pour les reconstruire, mais les ouvriers ne peuvent pas travailler tant que ce n'est pas sûr pour eux, parce qu'il y a un dragon, donc tant que t'as pas réglé le problème du dragon, personne ne traverse à la rivière, et voilà, ça peut être des trucs aussi bêtes que ça en fait, je veux dire, mais au moins ça implique vos joueurs parce que ils vont se dire ok, il faut qu'on tue le dragon pour pouvoir traverser la rivière pour mener à bien notre mission. Ça leur donne quand même quelque chose. Voilà, surtout si là-dessus vous leur dites il faut que vous soyez de retour dans 15 jours parce qu'après la lettre que le PNJ vous envoyez chercher sera périmée. Et bien ça leur donne en plus un ultimatum, faut qu'on se dépêche de faire tout ça. Voilà. Je dis des exemples comme ça à la con, mais vous pouvez trouver n'importe quoi. Mais un petit conseil, trouvez-leur une motivation pour être là.
et pour s'intéresser aussi à l'histoire, parce que sinon ils vont juste se dire bah, on se bat, il y a un dragon qui arrive, on va peut-être pas rester là, ça pue un peu. Donc ça c'était le premier problème que j'ai. Le deuxième problème c'est un peu l'organisation des quêtes. Alors on reviendra juste dans le point 3 là-dessus, mais sachez que c'est un sandbox, c'est un grand sandbox. Vous commencez l'aventure avec 3 quêtes, et ensuite, quand ils auront résolu ces 3 quêtes, il va y en avoir d'autres. Encore une fois, ça me pose aucun problème que ce soit du sandbox dans le cadre de je fais du jeu de rôle, j'ai aucun problème avec ça. Mais quand je suis MJ débutant, 100% débutant, je trouve qu'il faudrait plus les prendre par la main. Là, ça demande à quelqu'un de préparer une session complète avec 3 aventures, et voilà, tout préparé pour 3 aventures, alors qu'il n'a jamais mené de partie de jeu de rôle de sa vie. Un scénario plus dirigiste, au moins pour commencer, aurait été peut-être, à mon sens, mieux amené. Ça lui aurait permis de commencer avec moins de pression, en se disant je sais exactement où va mon histoire, ils vont faire ça, et ensuite pourquoi pas partir sur du sandbox petit, il n'y a aucun problème avec ça. Mais juste pour la première session, c'est trop sandbox à mon goût. Là, il va devoir préparer 3 aventures qui sont en plus assez longues, mine de rien. Je veux dire, je prends un exemple, hein, mais il y a une mission chez les gnomes, il y a plusieurs pages à lire et à préparer, et voilà, il faut les retenir, etc. Ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup d'infos pour une première session, non. Troisième point qui me dérange, eh bien, ce sont encore les quêtes, mais cette fois la façon dont elles sont formulées. Je vais m'expliquer. Quand ils arrivent en ville, ils vont se rendre à la taverne, ils vont entendre parler de cette histoire de dragon, on va leur dire d'aller voir le maire pour en savoir plus. Ils vont aller voir le maire, et en fait le maire, lui, il est cloîtré chez lui, il a peur du dragon, il est cloîtré, il parle à personne, s'il vous doit des pièces d'or, il va vous les passer sous la porte. Mais par contre, la nuit, il sort de chez lui après avoir marqué les quêtes sur les petits papiers, et il va les accrocher au tableau d'information. Et donc, vos joueurs, ce qu'ils vont faire pour avoir leur quête, c'est aller au tableau, récupérer des papiers, aller faire les quêtes, revenir à la ville et venir toquer chez le maire en disant bonjour, on a fini une quête, voici l'objet qui était demandé ou je sais pas quoi, ou le PNJ, et lui va passer les pièces en dessous de la porte. Je trouve que ça manque vraiment d'interaction. Je veux dire, exemple concret. Est-ce que vous préférez que le maire dise allez voir au panneau d'information et vous prenez juste une des cartes qui est sur le panneau d'information, ou est-ce que vous préférez que le maire dise oui, on a besoin de préparer un empoisonnement pour diminuer la puissance du dragon, renseignez-vous auprès de l'alchimiste pour qu'il vous dise quoi faire. Et là, vous allez voir l'alchimiste, on vous décrit la boutique d'alchimie, etc. Un vieux monsieur tout rabougri avec une longue barbe qui vous dit ah oui, il me faudrait un œuf d'autruche à 3 têtes pour pouvoir concocter le poison. Ben voilà, pour moi, ça fait déjà plus partie de ce que moi j'entends comme étant une partie de jeu de rôle, des interactions entre personnages et PNJ. Je veux dire, là c'est vraiment, on arrive, on prend la carte, on se barre, on va faire le truc. Non, enfin je veux dire, non. Et si en plus ils veulent de l'information sur pourquoi est-ce qu'il faudrait un œuf d'autruche à 3 têtes, eh bien, mis à part aller toquer au PNJ et parler à une porte fermée, bon, il y a très certainement un de vos joueurs qui va finir par péter les plombs et par défoncer la porte. Mais bon, bref, vous avez compris. Et parler à une porte, pourquoi est-ce qu'il faut un œuf de truche? Puis vous entendez juste un ah, c'est parce que. Non, mais s'il vous plaît, enfin, je veux dire, il y a un moment, ça manque cruellement d'interaction. Je me répète encore une fois. Et enfin, quatrième et dernier point qui me dérange au niveau des quêtes, c'est la façon dont elles sont présentées au niveau de leur forme. J'entends par là que le fond est toujours un peu le même, peu importe le jeu, peu importe les quêtes, il y a peut-être une dizaine de modèles possibles, mettons, mais schéma classique, vous devez aller chercher un objet quelque part, vous arrivez à l'endroit, il se passe quelque chose, vous le résolvez, vous prenez l'objet et vous retournez là où vous devez l'emmener. Ok, très bien. Ça c'est un schéma classique, j'ai pas de problème avec ça. Ça c'est le fond. Par contre la forme, elle pourrait très bien changer. Exemple, je vous dis, il faut aller chercher un objet chez les nains. Ok, vous partez chez les nains, ils vivent dans la montagne et il se passe quelque chose, vous prenez l'objet, vous revenez. Ensuite, si je vous dis, il faudrait aller chercher l'objet qui est possédé par le vieux Schmulbluk en haut de la colline, vous montez en haut de la colline, et le vieux Schmulbluk vous dit oui, mais je n'ai plus vraiment cet objet, il est quelque part dans la forêt gardé par un ours.
vous allez tuer l'ours, vous récupérez l'objet, et voilà. Mais la forme a changé. Au final, les personnages ne vont pas avoir l'impression d'avoir fait 2 fois la même chose, même si techniquement, ils l'ont fait 2 fois la même chose. Et bien là, dans ce module d'aventure, vous faites 50 fois la même chose. Vous partez, vous entrez dans une caverne, alors c'est soit une grotte de nains, soit une grotte de gnomes, soit un repère d'orques, mais ça reste une grotte, bordel de merde. Vous rentrez là-dedans, vous tuez à peu près tout ce qui bouge, vous faites ce qu'il y a à faire, et vous récupérez l'objet, mais ça va jamais beaucoup plus loin que on rentre dans une grotte, on tue, on récupère le PNJ ou l'objet, et on rentre. Et si jamais, il y en a quand même qui changent, hein, je vous rassure, mais comme c'est du sandbox, si une fois qu'ils ont résolu un, ils prennent une autre mission qui est quasiment la même chose, ils vont peut-être avoir l'impression qu'on se fout de leur gueule, les PJ. Et ils n'auront pas forcément tort. Je veux dire, j'entends par là que c'est pas forcément tip top. Ils vont peut-être avoir l'impression de tourner un peu en rond et de faire 50 fois la même chose. Et encore une fois, ils n'auront pas tort. Puisque la forme aura laissé place au fond, dans ce cas-là, dans leur esprit. Et ça, c'est dommage. Donc ça, c'était mon 4e point. Mais je vous rassure, j'ai quand même des points positifs à apporter sur ce module d'aventure. Tout d'abord, c'est quand même vachement épique, la fin est vraiment épique et c'est vraiment très très bon. Si vous voulez le jouer, je vous encourage au moins pour la fin parce que voilà, on n'affronte pas non plus un dragon blanc tous les jours, surtout qu'il fait quand même vraiment très très mal. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. L'autre point, c'est aussi le bestiaire. On rencontre vraiment tout un tas de monstres, de créatures, etc. Et c'est vraiment plaisant. Il y en a même qui vous sont donnés en plus si jamais vous voulez faire vos propres aventures par la suite. Ça, c'est cool aussi. Et enfin, le dernier point que j'ai vraiment aimé, c'est la cohérence de l'ensemble. On vous décrit une région dans laquelle un dragon a débarqué et fout la merde, et en fait tout est lié. Vous avez une manticore qui se retrouve à un endroit parce qu'elle a été chassée de ces montagnes par le dragon parce qu'il mange les choses à côté. Vous avez des orques qui sont là parce qu'ils ont été chassés de chez eux. Enfin bref, l'arrivée du dragon a fait vraiment en sorte que tout part à volo. Ça donne vraiment un côté assez crédible à l'ensemble et tout est expliqué de pourquoi est-ce que ceux-là sont là et pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas là avant, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai très très fortement apprécié. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le module d'aventure. Maintenant, je vous propose de passer au qui qu'en parle. Et dans le qui qu'en parle d'autres sur internet, je ne pouvais pas passer à côté de l'antédiluvien Mathieu de Rollis TV. Il a fait aussi une vidéo sur l'Essential Kit. Son avis est vraiment pas mal différent du mien, mais bon, je vous laisserai regarder sa vidéo pour avoir un autre avis. Et évidemment, quand je parle de D&D, je ne peux pas passer à côté de l'excellente chaîne RPG Sulside. Vous avez Vincent qui vous a fait des vidéos vraiment complètes sur débuter à D&D, comment jouer ça, bref. Vous avez tout un tas de vidéos pour vous accompagner dans la découverte de Dungeons and Dragons. Donc, sincèrement, allez découvrir cette chaîne si vous ne connaissez pas. En plus, ils font de l'actual play de qualité. Voilà, sincèrement, je ne peux que vous encourager à découvrir RPG Sulside. Je pourrais vous en mettre encore 50 autres des chaînes québécoises sur D&D. Mais voilà, aujourd'hui je choisis RPG Sulside. Les autres, m'en voulez pas. C'est pour moi, Vincent, c'est vraiment une référence en D&D 5ème édition. Si jamais vous avez une question sur la 5e, vous lui posez, il aura la réponse en à peu près 3 secondes et demie. Donc je pouvais pas faire mieux pour vous. Allez regarder ces vidéos. Maintenant, dernier point avant la conclusion, où ça se trouve ? Alors là, c'est du D&D, vous pouvez le trouver absolument partout, je pense. Bientôt, on tape dans un arbre, il y a une boîte qui descend. Non, vous pouvez le trouver un peu partout. Moi, j'ai acheté la mienne sur Amazon pour une question de prix. J'y reviens juste après. Mais j'ai acheté la mienne sur Amazon. Je l'ai vue à l'Imaginaire. Et d'ailleurs, nous, on a déjà la boîte en français. Si jamais vous êtes juste francophone et pas anglophone. Au Québec, on a déjà la boîte en VF. Le 8 octobre 2021 sortira la boîte pour vous en France. Donc, vous pouvez la trouver absolument partout. Moi, je l'ai vue à l'Imaginaire, vous l'avez sur levalet.com, vous en avez sur eBay, vous en avez absolument partout. La moindre boutique de jeux de rôle dans laquelle vous allez, c'est sûr qu'elle va pouvoir vous avoir ça. Donc, voilà, vous pouvez le trouver partout. Au niveau des prix, là, c'est déjà un peu plus compliqué. On la trouve à peu près n'importe quel prix. Sur levalet.com, notamment, elle était à 34$. Moi, j'ai acheté la mienne à 24$, frais de port compris, sur Amazon. Je l'ai acheté pendant le confinement, donc moi, tout était fermé. C'est pour ça que j'ai été sur Amazon. L'Imaginaire, elle est à 30$ aussi. Bref, vous la trouvez entre 19$ le moins cher que j'ai vu et 34$ le plus cher que j'ai vu. Voilà, faites-vous une tête. Bon, après, je parle pas des trucs un peu de l'arnaque où c'est 60$ la boîte. Laissez tomber ça. 34 grand maximum, ça ira bien.
Il est temps de conclure maintenant. Est-ce que je vous conseille l'Essential Kit de Dungeons and Dragons? Ça dépend. Ça dépend. Si vous êtes MJ expérimenté, oui, pourquoi pas. Vous allez juste faire les ajustements à la lecture et puis ça va rouler tout seul. Il n'y a pas de problème. La quête est quand même sympa. Voilà, à la fin, on affronte quand même un dragon blanc. C'est pas non plus tous les jours. Donc, oui, vous pouvez y aller. Si vous êtes MJ complètement débutant maintenant, absolument pas. Fuyez. Clairement, non. Je ne vous la conseille absolument pas. Si vous êtes complètement débutant, vous n'avez jamais masterisé une partie de jeu de rôle. Non, fuyez cette boîte à tout prix. Il y a sur le marché des boîtes d'initiation jeu de rôle qui sont bien mieux faites que ça. Je sais pas moi, la boîte Chronique oubliée Fantasy ou la boîte Pathfinder 2 si vous êtes intéressé juste par la fantasy au départ. Oui, dans ce cas, vous pouvez y aller sur ces deux valeurs-là et vous prendront bien plus par la main et ce sera bien mieux pour vous. Voilà un petit peu moi ce que j'avais à vous dire sur l'Essential Kit Dungeons and Dragons. Nous ne reparlerons plus de la 5e édition sur cette chaîne avant un bon moment je pense. Il y aura peut-être la 6 de sortie d'ici là. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je ne vous le dis pas beaucoup parce que j'aime pas forcément ça, faire un peu de réclame. Mais moi les commentaires c'est quelque chose qui m'aide beaucoup pour le référencement. Pareil pour les pouces. Donc si ça vous plaît, si vous avez quelque chose à me dire, même un merci, bah moi ça m'aide et vous ça vous coûte pas grand chose. Comme dit une célèbre chanson, ça voulait peut-être pas dire grand chose pour vous, mais pour moi ça voulait dire beaucoup. Donc voilà, si vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir de vous répondre aussi. Et en attendant, il me reste plus qu'à vous dire que ne vous pourrez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!